Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands défis auxquels font face les CGP dans cette mi-année 2023. Les CGP qui font face évidemment à une évolution du contexte économique qui peut remettre en cause certaines stratégies de placement ou d'investissement, mais aussi des évolutions réglementaires, des questionnements au niveau de Bruxelles sur le modèle même des CGP en France et en Europe, et peut-être aussi des défis plus économiques en lien avec leur statut de chef d'entreprise. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valéria Formuntian. Bonjour Valéria Formuntian. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de l'Anacofi. Nous avons le plaisir de recevoir également Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP. Bonjour Philippe Feuille. Bonjour. Bienvenue donc à tous les deux. Nous n'avons que 15 minutes pour évoquer ces grands défis des CGP. Valéria Formuntian, on va commencer par vous. Ce que j'ai mis en haut de la liste, mais c'est peut-être pas forcément ce que ressent le secteur, mais ce que j'ai mis en haut de la liste, c'est les discussions qui ont eu à Bruxelles depuis plusieurs mois maintenant, cette Retail Investment Strategy, ce texte qui porte notamment l'idée qu'on pourrait voir ce modèle de rétrocession connu en France remis en cause. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude aujourd'hui au sein de la profession ? Alors, il faut faire attention au vocabulaire que nous utilisons. Il est là le sujet aussi de la commissaire européenne qui a proposé cette quasi-interdiction. Enfin, au départ, ça se voulait une interdiction des commissionnements. Aujourd'hui, le texte est un petit peu différent, mais il est toujours en débat et il porte toujours des risques pour nos professions. Mais entre les honoraires, les commissions et les rétrocessions, bien sûr, c'est vrai. Il y a ces trois choses différentes et donc il faut bien faire attention au vocabulaire. Ce que Mme McGuinness souhaitait interdire, c'est le commissionnement. Et donc, les commissions, c'est la façon de rémunérer un professionnel pour son conseil, parce que son client, c'est celui qui le conseille. Mais à la fois, on n'a pas la culture des honoraires en France, et même dans d'autres pays voisins en Europe. Et donc, le fait d'être rémunéré par les professionnels pour le conseil est un des modes de rémunération. Nous, ce qu'on défend, c'est la liberté de choisir, en fait, honoraire ou commission, peu Bien importe, sûr, oui. Mais la liberté des professionnels de choisir sur le marché. Et ce n'est pas le cas de Mme McGuinness. C'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet qui revient régulièrement. Pour autant, est-ce que là, ça inquiète plus la profession, ce texte et cette volonté de Mairead McGuinness de potentiellement pouvoir arriver au bout de son texte ? Alors, l'interdiction a été retirée de son texte. Mais ce qui inquiète encore aujourd'hui, c'est les potentiels réglementations nouvelles qui vont venir alourdir la capacité d'exercer la profession des conseillers en investissement financier et la lourdeur que ça va comporter, et puis le lien aussi entre le client, l'intermédiaire, et puis ceux qui mettent à disposition les produits de placement. Et ce lien-là, il doit être aussi transparent pour que l'information puisse circuler. Le CIF ne peut pas donner l'information qu'il ne détient pas. Bien sûr, et là, ouais. la difficulté. Et donc, à la fois, tout le monde doit jouer le jeu. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas sur le terrain de clientèle qui demande plus de transparence ou qui se plaint de la façon dont leur conseil est rémunéré. On n'a pas de litige sur le terrain aujourd'hui et on se demande de pourquoi l'arrivée de ce texte et qu'est-ce que ça peut cacher potentiellement. Philippe Feuille, même question, le sujet... alors, commission, effectivement, vous avez bien fait de me reprendre, commission et rétrocession ne sont pas exactement la même chose. Le sujet... possible interdiction ou en tout cas remise en cause du modèle, parce que même si le texte ne va pas au bout, c'est une nouvelle fois un texte qui vient remettre en cause un modèle français de rémunération des conseillers donc en investissement financier ou conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que ça inquiète la profession ? Est-ce que c'est un sujet supplémentaire d'inquiétude ? Alors, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien dissocier. Je vais rebondir sur les propos de Valéria. Effectivement, les clients aujourd'hui ne sont pas demandeurs à ce que les rétrocessions, les commissions, etc. n'existent pas. Deuxièmement, nous avons un rôle qui est un rôle pédagogique, qui demande du temps, de l'énergie, et qui demande aussi à apporter à nos clients, à nos concitoyens, une culture économique, financière, de protection, de prévoyance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des produits financiers, mais notre métier n'est pas uniquement orienté que sur les produits financiers. Ça peut être la retraite, ça peut être l'épargne, la prévoyance, la santé. Bien sûr, ouais. Enfin, on a un secteur
d'activité qui est quand même très large, sans compter que ça peut être aussi l'immobilier. Oui, on peut cumuler plusieurs choses. Plusieurs types d'accompagnement. Donc quand je dis il faut dissocier les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a une étude qui est faite, une étude auprès de nos clients pour connaître leur activité, leur profil, leur situation familiale, professionnelle, etc. Et à partir de là, des solutions qui vont être envisagées et des propositions qui vont être faites et qui peuvent être tout à fait, effectivement, rémunérées sous forme d'honoraires de conseil. Et indépendamment de ça, si le client le souhaite et d'une manière tout à fait transparente, effectivement, s'il veut continuer à travailler avec nous, on va effectivement adapter un certain nombre de produits de diversification à différents niveaux, assurantiels, placements, etc. Tout ça représente un travail qui est important. Et c'est là où la transparence, justement, qui est donc la nôtre, est de pouvoir expliquer toutes les phases de transition qu'il y a, sans compter les partenaires, assureurs, sociétés de gestion qui existent sur le marché, où nous avons tous un lien. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Valéria en parlait tout à l'heure, mais il y a la culture franco-française. En France, on n'a pas l'habitude de payer les pour son honoraires de patrimoine. Nous sommes bien d'accord. En Angleterre ou dans certains pays, oui. Mais sur quel type de profil de client aussi? Ce sont des clients qui ont des patrimoines relativement importants. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas, nous en avons. Mais il y a aussi le client qui cherche à se constituer une épargne, une retraite, un capital pour les années qui viennent et qui a besoin de conseils. Et qui a besoin de conseils personnalisés. Donc c'est pour ça que je tiens à bien dissocier les choses, et les rétrocessions et les commissions, etc., font partie intégrante, effectivement, d'un système qui ne doit pas être comparé avec d'autres systèmes. Parce que oui, il y a deux arguments qui s'opposent. Il y a l'argument de dire si vous touchez une commission sur le produit que vous m'avez proposé, ça veut dire que mécaniquement, je me demande si vous êtes 100% indépendant sur le produit que vous avez proposé. Et l'argument inverse qui est de dire si je ne me rémunère pas comme ça, je ne suis pas sûr que vous aurez envie de me rémunérer pour un conseil que je vous donnerai, alors même que vous n'avez pas l'habitude de payer pour un conseil, pour ce type de conseil. Bien sûr, mais c'est ce qui fait la différence entre le statut d'indépendant et de non-indépendant, ou de cumul entre les honoraires et les rétrocessions de commissions. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, il ne faut quand même pas oublier que nous avons une durabilité auprès de nos clients, un accompagnement auprès de nos clients qui est régulier. Ça aussi, c'est un élément. Et je vais vous donner un exemple que nous venons malheureusement de vivre. C'est la période de confinement où nous avions beaucoup de clients qui nous appelaient en nous disant « J'ai plus d'interlocuteurs, est-ce que vous voulez bien continuer à me suivre parce que j'ai besoin de conseils ?» Qu'est-ce que je dois faire dans une période comme celle-ci? Donc, il y a une situation, je dirais, de résilience et un travail d'accompagnement qui est fait, qui effectivement se justifie tout à fait et que les clients comprennent tout à fait bien. On va rester sur ce sujet, même si effectivement cette émission s'appelle Les grands défis des CGP. On va quand même creuser celui-là un petit peu. Valéria Formuntian, est-ce que la profession, on parle du ressenti des professionnels de la gestion de patrimoine, s'inquiète peut-être des effets ricochets aussi, des questionnements qui peuvent avoir lieu à Bruxelles, peut-être un durcissement réglementaire français pour justement éviter un arrêt pur et simple du modèle aujourd'hui? De toute façon, le texte qui a été déposé en Commission européenne va être voté, même si l'interdiction des commissions a été complètement retirée. Précisons-le, bien sûr. On attend aujourd'hui, effectivement, la fin des débats pour savoir à quelle sauce nos adhérents vont être mangés et comment cette volonté de l'hypertransparence peut agir sur eux en termes réglementaires. Le débat n'étant pas clos aujourd'hui, on a du mal à le visualiser. Ce n'est pas une inquiétude qu'on ressent sur le terrain aujourd'hui. Ce qu'on ressent, c'est la remise en question de la profession, de son existence et de son mode de rémunération. C'est-à-dire que les professionnels, et ils sont nombreux aujourd'hui sur le terrain, se demandent pourquoi on les attaque pour la énième fois, alors même qu'ils apportent un service non négligeable à nos concitoyens, tout revenus confondus. Il n'y a pas que les grandes fortunes qui reçoivent aujourd'hui ce service en France, et surtout que nous contribuons de manière assez importante au financement de l'économie à travers l'accompagnement de nos clients. Donc si nous ne faisons plus ce service-là, c'est tout l'écosystème qui risque de s'effondrer. Les établissements d'assurance ou de banque ne suffisent plus pas
à eux seuls pour accompagner tout le patrimoine des Français. Donc, on a besoin d'exister, on apporte une réelle valeur ajoutée sur le marché et on ne comprend pas pourquoi on nous attaque à nouveau. Et l'hyper-transparence dont vous parliez, c'est pas un sujet d'inquiétude pour le moment. On attend de voir comment ça évolue à Bruxelles avant de voir les répercussions potentiellement en France. Si, il y a une inquiétude parce que l'incertitude qui règne depuis plusieurs mois autour de ce débat, effectivement, crée de l'inquiétude. On espère, en tout cas, que le modèle français sera défendu par le gouvernement et par les parlementaires, les eurodéputés. Toutefois, même si la transparence, tout le monde est d'accord avec, enfin, je dirais, le but, c'est de protéger bien le sûr, consommateur. oui, non, bien sûr. Non, mais en fait, le sujet, c'est pas la transparence, c'est le poids réglementaire que ça implique pour le professionnel en question. Les lourdeurs et surtout la capacité de mise en application. La réalité de ce que nous sommes capables de livrer aujourd'hui et demain avec les différents liens que nous avons avec ceux qui détiennent les fonds qu'on peut conseiller. Philippe Feuille, pour quand même évoquer d'autres grands défis auxquels font face les CGP, je vous propose une question ouverte. Je vous propose de choisir entre ceux que moi j'ai identifiés. Peut-être que vous pourrez en rajouter. Le grand défi ou les grands défis auxquels font face les CGP aujourd'hui, c'est quoi? C'est le contexte économique et l'inflation qui fait qu'on doit être capable de remettre en cause ces stratégies tout en justifiant pourquoi on a fait ça jusqu'alors et faire en sorte que ses clients ne perdent pas trop d'argent, voire continuent à en gagner quand on a réussi à leur en faire gagner. C'est un secteur qui se concentre de plus en plus et la place qu'on réserve à ceux qui sont plus petits, ou c'est des défis de chefs d'entreprise qui sont connus dans toutes les professions et que connaissent aussi les CGP? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'être assez transparent, puisque nous sommes dans la période de transparence. Bien sûr, c'est la tendance. Je pense que dans un contexte comme celui que nous connaissons, ce n'est pas la première fois que nous avons une période inflationniste. Il faut quand même se rappeler, il y a quelques années, où nous avions des taux d'inflation qui étaient beaucoup plus importants et où effectivement nous avions des produits financiers qui avaient des taux garantis relativement importants, mais sur une durée. Je parlais d'éducation financière tout à l'heure. Et il est bien clair qu'un client aujourd'hui qui investit, notamment on va prendre un sujet qui est d'actualité, les retraites par exemple, on sait très bien qu'on ne se constitue pas un système de retraite sur une période courte et qu'on le fait sur une période longue. Je rappellerai juste aussi qu'il y a des fondamentaux financiers qui font que on sait très bien qu'il y a des hausses et des baisses des marchés et que c'est sur du long terme qu'il y a un nivellement financier et une rentabilité qui peut être dégagée. Seulement, on a été mal habitués. Bien sûr. C'est-à-dire que quand nous avons l'argent qui est relativement facile, quand nous avons les financements qui sont faciles, et en plus de ça, où on cherche à avoir un produit totalement sécuritaire et qui va rapporter le maximum, forcément, il y a un déséquilibre qui se fait, c'est normal. Donc, c'est là où justement la valeur ajoutée dont Valéria parlait encore tout à l'heure, nous sommes là pour justement contribuer à cette valeur ajoutée et bien dissocier au client tout ce qui va devoir se passer, parce qu'il va y avoir une évolution familiale dans sa famille, une évolution professionnelle, une évolution du système dans lequel nous sommes, et c'est là où notre accompagnement va permettre ce genre de choses. Oui, mais justement, aujourd'hui, il existe des produits sûrs qui rémunèrent. Ça n'existait pas il y a un an. Aujourd'hui, avec la remontée des taux, il y en a plus. Alors, est-ce que ça, c'est du coup... Oui, mais déjà, il faut regarder par rapport à l'inflation. Quand vous avez une inflation de plus 6% et que vous avez un produit qui est à 3, il y a un delta négatif quelque part. Donc déjà, c'est une chose. Mais on parle de produits liquides. Or, dans une diversification patrimoniale, et c'est là encore où notre rôle intervient, c'est que justement, on va devoir accompagner le client pour lui préparer d'une manière globale ou l'aider ou l'accompagner dans son patrimoine pour que justement il y ait une diversification de conseils, de produits qui permettent ce genre de choses. Donc l'inquiétude dont vous parliez tout à l'heure, elle est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce que en plus, nous sommes déjà d'une très grande transparence. Et peut-être, je dirais même que ce millefeuille réglementaire qui pourrait être donné ne va pas contribuer. Vous savez, trop d'informations tue l'information. Et un client, qu'est-ce qu'il attend ? Il a éventuellement des problèmes connus ou pas. On est là pour l'accompagner, lui donner des solutions. Et c'est ce qu'il cherche. À partir du moment où il est suivi, accompagné, ça pose aucun problème. Donc, il y a vraiment une culture pédagogique qui est très importante. Et il y a quand même une chose aussi sur laquelle je voudrais, mais très rapidement, il ne faut pas oublier que les mêmes questions se sont posées en Grande-Bretagne. Et il y a eu plus de 10 000 cabinets en Grande-Bretagne
qui ont fermé les portes. Là, vous parlez du modèle de rémunération des CGP. Des CGP. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Valéria Farmantian, même question que à Philippe Feuille. Rapidement, effectivement, si on doit parler d'autres grands défis auxquels fait face la profession aujourd'hui, on a parlé du contexte économique, on a parlé donc du modèle en lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui remontent du terrain que vous identifiez ? La transition numérique est clairement un des défis de nos professions, autant en termes d'organisation de travail et de services apportés aux clients, autant sur la diversification des placements. On voit bien entre la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la mise en place du RGPD, qui n'est toujours pas terminé à mettre en place sur l'ensemble des entreprises et notamment les TPE-PME, et puis la blockchain avec la crypto-monnaie et puis la nouvelle réglementation MiCA qui va nous arriver d'ici quelques mois en France, qui va remplacer la réglementation de la loi Pacte. Clairement, là, il y a un grand défi pour nos professions pour se mettre en ordre de bataille, de compréhension, se mettre aussi à niveau en termes réglementaires parfois, et puis être à jour par rapport à la clientèle pour éviter de se faire disrupter par des... C'est-à-dire qu'il y a le côté réglementaire, il y a le côté usage. Tout à fait. Ouais. Et compréhension effectivement des nouvelles possibilités que ça peut offrir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau Smart Patrimoine. Merci Valéria Farmantian, déléguée générale de l'Anacofi. Merci Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Bismart.